Kinshasa, tête-à-tête entre la chef du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo. COP30, la ministre de l'Environnement, du Développement et Nouvelle Économie du Climat a reçu tour à tour l'ambassadrice de la Belgique et l'ambassadeur du Brésil. Cette voiture voyageurs automotrices ont quitté Matadi pour Kinshasa ce jeudi 4 septembre 2025 pour leur mise en service. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé ce jeudi soir à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire qui perdure dans l'Est du Congo. Au cours de cette rencontre, les défis qui freinent le retour effectif de la paix dans la partie orientale du pays ont été analysés. Nous avons à la fois des efforts diplomatiques qui sont encouragés et une situation de violence qui perdure sur les terrains. Maintenant, la question est de faire en sorte que ces efforts diplomatiques conduisent à des résultats concrets, c'est-à-dire la cessation de violence et la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été pris, a déclaré Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire adjoint de l'ONU a exprimé la détermination des Nations Unies à continuer de travailler avec les autorités congolaises pour aboutir aux résultats attendus. Je remercie le chef de l'État d'avoir exprimé son appréciation positive de notre coopération et du travail de la MONUSCO. Malgré les défis, c'est un engagement renouvelé à poursuivre et à renforcer même ce travail, a-t-il affirmé. Jean-Pierre Lacroix dit compter énormément sur une présence de haut niveau des autorités congolaises à l'Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu dans quelques semaines et puis en décembre. Lors de la décision sur la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je sais que nous pourrons compter sur un travail très étroit, très confiant et très fructueux avec les autorités congolaises, a-t-il dit. Enfin, le CG adjoint de l'ONU s'est réjoui du fait que l'année prochaine, la RDC siégera au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle pourra compter sur toute notre coopération sur des questions liées au Grand Lac, plus généralement sur tous les sujets qui sont discutés au niveau du Conseil de sécurité, a-t-elle annoncé. Jean-Pierre Lacroix a été accompagné d'une délégation onusienne venue de New York aux États-Unis, ainsi que de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Il séjourne depuis mercredi dernier en RDC dans le but de réaffirmer l'engagement constant des Nations Unies en faveur du processus de paix en cours dans le pays. Sa visite se poursuivra dans l'Est et prendra fin le dimanche 7 septembre prochain. Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur égyptien en République démocratique du Congo, Messier Essam, venu lui remettre officiellement son invitation pour l'inauguration du grand musée du Caire prévu le 1er novembre prochain. Je lui ai également transmis un message de son frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui tient beaucoup à sa présence, a précisé le diplomate égyptien à l'issue de cette audience. J'ai eu la confirmation de son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, pour sa participation à cet événement très important pour lui, a-t-il poursuivi. L'ambassadeur El Mekwad a par ailleurs indiqué que des sujets relatifs aux relations bilatérales entre l'Égypte et la RDC étaient également évoqués. Les relations entre nos deux pays sont positives et il y a une relation de fraternité qui lie nos deux chefs d'État, a-t-il affirmé. Le grand musée du Caire, construit près du pyramide de Gizeh, s'étend sur 50 hectares. Il abrite plus de 100 000 pièces, dont plus de la moitié sera exposée au public. L'attraction phare sera la vaste collection du roi Toutankhamon.
Avec plus de 5000 objets ultra contemporains, cet ouvrage devra accueillir 5 millions de visiteurs chaque année. Il est le plus grand musée archéologique au monde consacré à une civilisation. Deux officiers généraux admis à titre posthume dans l'ordre national euronationaux Lumumba et Kabila. Le général-major Peter Chirimwa Mukuba, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, touché par balle au front à Sake au mois de janvier, et le colonel Alexis Rubabisha, décédé sur les champs de combat en défendant la République démocratique du Congo contre l'agression dans sa partie Est, a déclaré le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabongo dans sa lecture du document. Le chef d'état-major adjoint de FARDC chargé de l'administration et de la logistique a vanté les qualités morales, intellectuelles, surtout professionnelles de ces deux officiers. Le général Peter Chirimwa Mukuba est mort à Kinshasa suite de blessures par balle sur la ligne de front à Sake, dans le territoire de Masisi au nord Kivu, tandis que le général Alexis Ribabisha est tombé dans le territoire Kaélé au site Kivu. À son arrivée au lieu du deuil, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame, se recueillit devant le dépouille de ces deux officiers avant d'aller réconforter les familles biologiques de ces deux vaillants soldats. Plusieurs personnalités civiles et militaires, dont le chef de corps constitué, ont marqué leur présence à ces obsèques. Après la cérémonie funéraire, les deux officiers généraux ont été conduits à leur dernière demeure, nouveau cimetière repos du soldat dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Le climat des affaires apaisé dans les secteurs privés a été évoqué entre la première ministre et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, au cours d'une réunion tenue à Kinshasa. Nous étions venus parler principalement du climat des affaires. Le secteur privé avait certaines préoccupations majeures qu'il fallait partager avec Madame la Première ministre. Notamment, on s'était convenu il y a plus de 6 mois qu'on devait instaurer un cadre de concertation entre les secteurs privés et les gouvernements. Nous avons appris qu'il y a le projet de loi de finances 2026 qui était sous chantier et les secteurs privés n'étaient pas associés. Le secteur privé a besoin d'être associé à cette étude, à cette élaboration, a déclaré Robert Mulumba, président national de la SEC. En outre, bien d'autres sujets étaient sur la table des discussions. En l'occurrence, c'est relatif au marché public et au secteur minier. Et il y a eu d'autres points aussi qu'on a partagé avec Madame la Première ministre, notamment sur l'envahissement des sites miniers et sur le marché public octroyé aux opérateurs économiques qui ont signé le contrat avec le gouvernement de la République, qui ont souscrit aux garanties bancaires et les garanties expirent. On leur demande de souscrire encore à nouveau, a renchéri le président de la FEC. C'est d'une oreille attentive que la patronne de l'exécutif central a écouté les doléances de la FEC, partenaire de son gouvernement. Selon Robert Mulumba, elle promet d'y répondre dans le meilleur délai. Le gouvernement souminois accorde une place de choix au partenariat avec le secteur privé pour le développement du pays. La chef du gouvernement a toujours insisté sur l'apport du secteur privé, notamment dans la création de l'emploi. Plusieurs actions sont menées pour assurer un climat des affaires attractif. Alors que des allègements fiscaux sont accordés aux opérateurs économiques basés dans l'est du pays, en proie aux effets de la guerre d'agression sur leurs activités.
La nouvelle ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, la professeure Marie Nyange Ndambo, a reçu ce mercredi l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Berlin, pour une rencontre de travail. L'objectif de cet entretien était de discuter sur la continuité de la collaboration environnementale entre les deux pays. À l'issue de cette visite, l'ambassadrice a partagé son enthousiasme et a souligné l'importance de sa présence. Je suis venue d'abord rendre une visite de courtoisie à la ministre, la féliciter pour sa désignation et évoquer avec elle les grands enjeux de la protection de l'environnement et des forêts ici en République démocratique du Congo. J'ai pu entendre de la ministre, qui a évidemment une grande connaissance dans le domaine, ses priorités en matière de protection des forêts. Elle a de grandes ambitions pour lancer un programme de protection de la forêt. Et je pense que la Belgique étant un partenaire très actif dans ce domaine, nous sommes naturellement appelés à collaborer, à travailler avec la ministre dans ces différents aspects de la protection de la forêt et de la nature. Donc je prends par exemple le cas du couloir vert. Vous connaissez cette grande initiative qui a été portée par le président de la République. La Belgique est déjà très active aussi au sein de ce couloir vert et étudie comment l'être encore davantage. Et donc nous avons évoqué avec la ministre comment elle entend mettre en œuvre cette vision du couloir vert et comment la Belgique peut appuyer, être active à ses côtés. En matière de protection de la forêt, vous savez qu'historiquement, la Belgique a toujours été présente avec les instituts aussi de recherche. On a vu que le Conseil des ministres de vendredi dernier a décidé de renforcer par exemple l'INERA, l'Institut de recherche agronomique. C'est un institut qui a évidemment une longue histoire avec la Belgique également. Nous sommes aujourd'hui actifs au centre de Yangambi pour étudier la forêt, pour étudier comment développer des cultures qui préservent la forêt, qui permettent à la fois de cultiver mais de protéger aussi la forêt. Nous étudions aussi l'absorption carbone des forêts. Donc je crois vraiment qu'il y a énormément de domaines dans lesquels nous pourrons travailler ensemble et je m'en réjouis. Roxane de Berlin s'est dit impressionnée par la connaissance approfondie de la ministre sur ces sujets. La République démocratique du Congo, partenaire privilégié du Brésil pour la COP30. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, la professeure Marie Nyange Ndambo, a reçu en audience de travail l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo, Roberto Parente. En effet, cette rencontre a été l'occasion d'établir un premier contact et de discuter des préparatifs des COP30 qui se tiendra en novembre 2025 à Belém au Brésil. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur Parente a salué cette première entrevue avec la nouvelle ministre. Il a souligné que cette rencontre visait à renforcer la collaboration entre la République démocratique du Congo et le Brésil en matière d'environnement. Bon, c'est la première rencontre avec la ministre. C'est une bonne occasion pour renforcer la collaboration. Nous sommes ensemble, comme vous savez, avec la RDC dans cette question de l'environnement. C'est très important pour nous. Cette année, on va réaliser au mois de novembre la COP30 qui sera au Brésil. Et la RDC est un partenaire très important pour nous, surtout pour la similarité entre les deux pays, mais aussi la similarité de défis qu'on a et surtout aussi notre vision de ces questions de l'environnement, c'est très pareil. Et donc, ça c'est pourquoi on travaille ensemble déjà, on a posé des questions, on va continuer à travailler ensemble. Le Brésil est à disposition et on a un partenaire de la RDC dans ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Le Brésil est à la disposition de ces partenariats avec la République démocratique du Congo, a-t-il affirmé. La position officielle de Kinshasa sur la conférence pour la paix initiée par la Fondation Thabo Mbeki du 3 au 6 septembre en Afrique du Sud, impliquant plusieurs acteurs politiques de la République démocratique du Congo sur la crise de l'Est, a été décortiquée ce jeudi 28 août 2025 à Kinshasa par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias.
Dans un jeu des questions et réponses avec nos confrères de l'agence congolaise de presse et de la radio-télévision nationale RTNC. Dans la question de savoir si les officiels de Kinshasa répondront-ils à l'invitation de la fondation Thabo Mbeki sur la conférence pour la paix en RDC, Patrick Mouyaya a répondu. D'abord, c'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise Et actuelle. Sur les intentions du président Mbeki, qui ne cherche que le retour de la paix, Patrick Mouyaya n'a pas avalé sa langue devant nos confrères. Nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. On va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont le sien, mais nous connaissons ses positions qu'il a clairement exprimées. Je voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics, ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous, tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ces intentions, ça ne nous intéresse pas. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Cette voiture à voyageurs automotrices vient de quitter la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 4 septembre 2025 vers 7h53 pour la destination de Kinshasa, la capitale, en vue de leur mise en service officielle après l'inauguration par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2 arrêts techniques sont prévus au cours du trajet, notamment à la gare de Lufutoto et à celle de Kasangulu. Monsieur Robert Okitana, inspecteur de mouvement et trafic de l'Office national, il a donné le départ à présence de la directrice du département de port-maritime de cet office, Madame Chantal Ngeleka. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a continué ce mercredi sa tournée dans la province de la Chopo. Accompagné des responsables techniques de l'OVD, de l'Office de route, du BSECO et d'autres services, il a inspecté plusieurs chantiers de la voirie dans la ville de Kisangani. La mission a démarré au centre de matériel flottant de l'Office de route situé dans la commune de Makiso. Le ministre a visité les installations portuaires, notamment le port à piétons, ainsi que le site de Kisangani 3 et Simisi. Ces infrastructures desservent 3 provinces, la Chopo, le Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé. Le chef des centres, Olivier Moquet, a salué cette descente. Nous manquons cruellement de matériel et nous nous sentions abandonnés. Aujourd'hui, la visite du ministre redonne espoir. La délégation s'est ensuite rendue sur l'axe Kitima, où les travaux de modernisation sont exécutés par l'entreprise Safrimex sous la supervision du BSECO, de l'OVD et du SOGEC. Les autorités provinciales ont relevé la qualité des matériaux utilisés et encouragé l'entreprise à accélérer pour livrer les autres tronçons. Sur l'avenue du 4 janvier, l'entreprise Mongabon Construction réalise 20 km de chaussée surveillée par l'OVD. Les travaux partent du rond-point Akis jusqu'au boulevard Lumumba. Au niveau du boulevard Lumumba, des segments sont en cours. Entre les gouvernorats provinciaux de la Chopo,
et le rond-point Mayele où 1 kilomètre est déjà achevé. Et entre le rond-point Stade et d'autres acteurs où la préparation de la couche de roulement se produise. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, appelle la population à ne pas jeter les ordures sur la place publique. La volonté du chef de l'État de rendre la ville plus assainie, reprise dans son programme de 2024-2028, demeure le cheval de bataille de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Cette action de l'hôtel de ville est soutenue également par l'ambassade des Émirats arabes unis et les sociétés privées qui unissent leurs efforts pour appuyer l'initiative environnementale communautaire 2025. L'objectif est de contribuer à l'embellissement de la capitale congolaise en organisant les trottoirs, les lumières et les publicités extérieures. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, invite par ailleurs les opérateurs privés qui hésitent encore à emboîter le pas pour contribuer à l'embellissement de la ville-province de Kinshasa. C'est à travers du communiqué numéro 14, publié dans les différents canaux officiels, que le ministère des Infrastructures et Travaux publics a annoncé la réouverture partielle de quelques routes dans la ville de Kinshasa. En prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, cette initiative du ministère provincial a pour but de faciliter la circulation dans la ville de Kinshasa où plusieurs avenues font l'objet des travaux. Les axes routiers concernés sont l'avenue Flambeau de son tronçon de l'avenue Kabambare à l'avenue du Canal dans le commune de Barumbu et la Gombe, de l'avenue Kitona de son tronçon du boulevard du 30 juin à l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe, de l'avenue du Louvre dans son tronçon de Wangata à l'avenue Kitona dans la Gombe, de l'avenue Tourisme et Trois-Vallées dans la commune d'Engaliema et de l'avenue Kimbuta en Jules. Il sied de préciser que pour certains de ces axes, les travaux se poursuivent. Toutefois, les dispositions techniques ont été prises pour garantir leur achèvement complet. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé la campagne de sensibilisation de santé publique qui a pour objectif de rapprocher les soins de la population la plus vulnérable. Un budget de plus de 14 milliards de francs CFA a été engagé pour la vaccination de plus d'1 million d'enfants et une prise en charge des femmes, même les plus démunies sur l'ensemble du territoire national burkinabé. À cette opération, 2000 kits solaires et chambres froides pour une bonne conservation des vaccins et des véhicules 4x4 pour des médecins directeurs généraux de santé. Le docteur lycéen Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé publique, présent à cette activité, a exhorté les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. Le chef de l'État vous l'a dit tout à l'heure, c'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Et je voudrais dire que c'est autour de 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipement de chaîne de froid. Donc je voudrais, à la suite du chef de l'État, faire une emphase à sa déclaration et appeler les populations
à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de mettre le sien pour que tous les Burkinabés puissent disposer de ces soins. C'est vraiment un grand jour pour le système de santé. La chef de la diplomatie européenne s'inquiète des signaux anti-occidentaux émis lors de la rencontre à Pékin des dirigeants chinois, russes et nord-coréens, a apporté le média occidentaux. Défi direct du système international basé sur les règles et ce n'est pas seulement de l'ordre du symbole. La guerre de la Russie en Ukraine est soutenue par la Chine. Ce sont des réalités auxquelles l'Europe doit faire face, a déclaré Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne. Cette réunion n'envoie pas seulement des signaux anti-occidentaux, elle représente aussi un défi direct, a-t-elle affirmé. Dans un discours devant l'Institut pour l'étude de sécurité de l'Union européenne à Bruxelles, Madame Kallas est revenue sur ces menaces posées, selon elle, aux équilibres mondiaux, appelant l'Europe à jouer pleinement de son rôle sur la scène internationale. La Chine et la Russie parlent également de mener ensemble des changements jamais vus depuis un siècle. Poutine, Kim et Xi se sont affichés ensemble en public pour la première fois, projetant une vision de la paix au travers du canon d'un fusil. Ce n'est pas ce que la paix signifie pour l'Europe, a-t-elle martelé. Par ailleurs, le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et les leaders nord-coréens Kim Jong-un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un gigantesque défilé militaire, présentant le développement de la Chine comme inarrêtable. La vice-présidente de la Commission européenne a appelé les 27 membres de l'UE à reconstruire son pouvoir. L'Europe doit construire son pouvoir pour participer en tant qu'acheteur à part entière. Un exemple de situation où nous n'utilisons pas notre pouvoir géopolitique. Elle a appelé les 27 pays à faire preuve d'ensemble de courage politique. Le pays des liés ne parviennent pas à s'entendre sur des sanctions contre l'Israël en dépit de la situation humanitaire catastrophique à Gaza qu'il ne cesse de dénoncer. Kinshasa, dans la commune de Bumbu, précisément au quartier Femi, la population tire la sonnette d'alarme face aux bavures policières auxquelles elles sont victimes. En effet, nombreux d'entre eux nous ont révélé que la police de patrouille affectée dans ces quartiers use des agressions physiques, des arrestations arbitraires et parfois même des confiscations de biens. Papa, maman, jeunes garçons, jeunes filles, vieux et petits, nul n'est à l'abri de ces agents Kilwango, comme surnommés dans ces quartiers. La population de Fimi à Bumbu, désirée de garder leur anonymat, appelle à l'intervention du VPN Jacquemain Chapani, ministre de l'Intérieur et du commissaire provincial de la PNC Kinshasa, M. Israël Kantou, sur leur situation. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Voici les rappels du titre. Kinshasa, tête à tête entre la chef du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo. COP30, la ministre de l'Environnement, du Développement et Nouvelle Économie du Climat a reçu tour à tour l'ambassadrice de la Belgique et l'ambassadeur du Brésil. Cette voiture voyageurs automotrices ont quitté Matadi pour Kinshasa ce jeudi 4 septembre 2025 pour leur mise en service.